Dernier stratagème, mon préféré, le stratagème numéro 32. Principe de l'association dégradante. Lorsque l'on est confronté à une assertion de l'adversaire, il y a une façon de l'écarter rapidement, ou du moins de jeter l'opprobre dessus en la plaçant dans une catégorie péjorative, même si l'association n'est qu'apparente ou très ténue. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce stratagème est mon préféré ? Parce qu'il me semble que c'est celui qui a le plus souvent cours dans les débats contemporains, et notamment dans les débats politiques. C'est une technique qui est devenue très commune pour discréditer un propos, de mentionner la proximité de son auteur avec des courants, des écoles de pensée ou des mouvements politiques unanimement considérés comme infréquentables. D'ailleurs, c'est un mot qu'on retrouve très souvent. Fréquentation, comme si le fait de fréquenter quelqu'un signifiait qu'on adhérait à sa pensée, qu'on partageait sa vision du monde. Astrid Stuckelberger, médecin et chercheuse, elle fréquente la complosphère d'Internet comme Emma Cruzy. On a ici cette vidéo. Michel Rosenzweig, philosophe mais surtout psychanalyste, écrit dans le magazine Nexus, qui est, je cite, un magazine de désinformation et d'apologie sectaire, source, qui flirte avec le négationnisme et patauge dans l'absolution et le complotisme ressource. Notons que d'autres intervenants du film ont écrit dans la revue Nexus, c'est le cas de Ariane Biléran, de Mohamed Kodbi ou de Nathalie Derivo. Miguel Barthéléry, il fait des conférences avec la naturopathe hygiéniste Irène Grosjean, laquelle affirme notamment que les virus sont bénéfiques. On l'a évoqué également dans une vidéo précédente, et sa dame est surveillée par les associations anti-sectes. Voilà le milieu où évolue ce monsieur. Tout ce petit monde, donc, évolue dans les mêmes sphères, les mêmes endroits, où la crédibilité, la fiabilité n'est pas forcément un maître mot. Tous ces mots, tout ce champ lexical de la proximité, être proche de tel mouvement, flirter avec telles idées, tout ce champ lexical s'inscrit dans ce même stratagème, celui du déshonneur par association. Quand votre interlocuteur a recours à ce stratagème, c'est qu'il n'a rien à dire sur le fond. C'est qu'il n'a rien trouvé dans vos propos, dans vos paroles, qui soit de nature à pouvoir vous être reproché. Parce que croyez-moi bien que si votre adversaire avait trouvé dans vos propos quelque chose qu'il pourrait vous reprocher, il ne se fatiguerait pas à relever vos proximités, à évoquer vos fréquentations. Il ne dirait pas que vos idées flirtent avec tel courant de pensée. Il ne dirait pas que vous êtes proche de tel groupe jugé infréquentable. Il se contenterait de montrer en quoi ce sont vos idées qui posent problème. Non pas qui vous fréquentez, non pas de qui vous êtes proche. Encore faudrait-il définir ce qu'on appelle proche. Est-ce que proche, ça veut dire avoir déjà rencontré ? Est-ce que ça veut dire être ami ? Vivre sous le même toit ? Qu'est-ce que ça veut dire être proche ? Parce que moi, quand je vais au restaurant et qu'on me sert une assiette avec une entrecôte et des frites, mes frites sont proches de l'entrecôte. Peut-être que mes frites sont en fait de la viande, puisqu'elles sont proches. Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. Reprocher la proximité de quelqu'un avec un groupe, un courant de pensée ou un individu quelconque, c'est faire un aveu d'impuissance. C'est dire qu'on n'a rien à dire. C'est dire qu'on n'a aucun argument pour contrer l'idée, mais qu'on veut quand même jeter un peu la suspicion sur vos idées. N'avoir rien à reprocher, mais essayer quand même. Trouver une prise pour pouvoir disqualifier une pensée non pas sur le fond, mais sur son appartenance supposée à une catégorie. Je suis désolé, mais quand j'ai lu ce livre que vous avez écrit avec Alain Soral... Contre Alain Soral. Avec Alain Soral, je suis encore plus désolé pour vous. Tous ceux qui ont lu le livre le savent, je m'oppose point par point à la pensée de Soral. Alors vous me faites un procès en compromission, écoutez. Si vous voulez personnaliser le débat, je vais vous dire une chose. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant? Je ne suis absolument pas complaisant. Monsieur Aziza. Vous avez écrit ça avec lui. Je n'ai pas écrit ça avec lui, c'est Soral, je lui réponds. Je le contredis, vous avez assumé et je lui dis à chaque phrase mon indignation. Mais je partage votre indignation, on ne va pas refaire le bouquin, je partage votre indignation, monsieur Aziza. Mais je ne partage pas vos déconnades. Donc n'hésitez pas, si jamais on cherche à discréditer vos propos en faisant valoir votre proximité avec tel ou tel groupe, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur quels sont mes arguments, quels sont mes propos, quelles sont mes idées que vous contestez. Et si votre interlocuteur cherche à détourner la question, voire stratagème 18, faites-le lui remarquer. Et rappelez-lui que si le but d'un débat est de confronter des idées, il n'y a pas lieu de chercher en dehors des idées des choses à vous reprocher.
C'est plus facile de dire Chouard et les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique qui conteste la République, qui conteste le système de domination, et donc ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Alors, une fois qu'on a dit que Chouard est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui, on n'a plus l'obligation d'argumenter, on n'est plus obligé de discuter. Et donc, on a disqualifié le messager pour pas avoir à discuter du message. En conclusion, notre besoin d'avoir raison traduit en fait notre fragilité, notre vulnérabilité et notre désir de reconnaissance. Lorsqu'on a confiance en soi et en ce que l'on pense, lorsque l'on est détaché de notre image et du jugement des autres, on n'a pas besoin d'avoir raison. Et on a encore moins besoin de montrer qu'on a raison. Lorsqu'on est uniquement intéressé par la vérité, notre seul besoin, c'est d'agrandir notre champ de compréhension du monde. Quand Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », il voulait dire notamment que la connaissance est faite d'allers et retours. D'abord, on ne sait pas, puis on croit savoir, puis on s'aperçoit que notre savoir n'était pas la vérité. Alors, on fait évoluer notre savoir. Et à mesure que notre savoir évolue, on prend conscience que ce savoir n'est que croyance, et qu'un jour, il sera contredit, il sera remis en cause et mis à l'épreuve. Plus on comprend les choses, plus notre conscience progresse, et moins nous nous identifions à nos croyances. Moins nous éprouvons le besoin de nous battre pour faire reconnaître ce que nous pensons. Parce qu'alors, nous cessons de nous définir par nos idées, ces idées auxquelles nous tenons tant, ces idées qui sont comme la peau de notre esprit. Ces idées sans lesquelles, pensons-nous, nous ne sommes plus rien. Nous sommes en lutte permanente pour la reconnaissance des autres, mais aussi la reconnaissance de nous-mêmes. Notre besoin d'avoir raison, c'est notre besoin de combler le puzzle des autres avec les pièces de notre propre puzzle, et d'insister et de forcer si la pièce ne s'emboîte pas. Le besoin d'avoir raison, c'est le besoin de se conférer une légitimité. C'est le besoin de se protéger et de se confronter au monde pour ne pas avoir à se confronter à soi. C'est le besoin de pouvoir continuer à vivre sans avoir à affronter les questions dérangeantes, celles qui nous pousseraient à la remise en question, celles qui menacent de faire vaciller notre système de croyances, de faire vaciller ce que nous avons mis des années à construire et à consolider, pour le voir finalement s'effondrer. Savoir nous dispense de croire. Et savoir que ce que nous croyons n'est que ce que nous croyons, c'est savoir qu'en réalité, nos croyances ne s'effondrent jamais. Elles se transforment, elles mûrissent, elles suivent le cours de leur existence. En évoluant, nos croyances ne meurent pas. Elles montrent qu'elles sont vivantes. Une croyance qui évolue n'est pas une croyance qui meurt. Une croyance qui évolue est une croyance qui vit. Je vous remercie.